Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir. Je suis Serge Alaoutou pour le décryptage quotidien de l'actualité. Pour manquement grave à l'éthique et à la déontologie professionnelle, le ministre de la Santé a décidé de la suspension de 3 infirmières de l'hôpital de district d'Edo de toute activité au sein de la dite formation sanitaire pour une période de 3 mois. Cette décision de Manaouda Malachi constitue le premier résultat de l'enquête prescrite 3 jours plus tôt, après la vaine tentative de massage cardiaque de l'élève Blériot Tsanou, qui avait laissé place à des tournages vidéo amateurs. Dans les dites vidéos, l'on peut voir des infirmières téléphone portable en main, plus préoccupées à immortaliser ces derniers instants du jeune Blériot. Dans la foule, qui a ainsi investi la salle de réanimation, seules 2 personnes s'activent à redonner vie au jeune Blériot. Les autres, simples spectateurs en blouse ou encore plus préoccupés à la prise d'images. 3 mois de suspension pour manquement grave à l'éthique et à la déontologie professionnelle, insuffisant, pensent certains. Incident à l'hôpital du district de Daido, peine minimale pour 3 infirmières. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Incident à l'hôpital de district de Daido, peine minimale pour 3 infirmières. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Aloïs Parfenvon. Bonsoir. Bonsoir Serge. Oui. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. Bienvenue à Douala. Merci. Voilà, je dis bienvenue parce que vous êtes le vice-président du Social Democratic Front pour la région du centre. Oui, c'est bien ça. Depuis 2 ans, je suis vice-président régional du SDF pour le centre. Oui. Et je suis effectivement à Douala depuis quelques jours dans le cadre d'un atelier sur l'usage des réseaux sociaux organisé par l'UNESCO. Oui. Et nous travaillons avec plusieurs blogueurs, plusieurs internautes connus au Cameroun. Et nous sommes en train de voir comment réduire, n'est-ce pas, la haine. Les fake news, oui. La haine tribale et tout ce que Internet a comme inconvénient. D'ailleurs, le sujet dont vous parlez est relatif justement à cette mauvaise utilisation des bienfaits de la modernité. Okay. Donc c'est dans ce cadre-là que nous travaillons et nous finissons samedi. Ok. Bienvenue une fois de plus à Douala, Louise Parfait. Jean Sémé, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Otto. Bonsoir à mes co-invités. Et bien évidemment, je salue les inconditionnels de votre programme. Ok, bienvenue. Vous êtes journaliste, c'est bien cela, Jean Sémé? Tout à fait. Voilà, donc vous allez nous dire des choses sur l'évolution de cette affaire. Hein? Bien entendu, nous avons suivi ça depuis le 29, date du drame qui a provoqué toute cette polémique. La presse s'en est abondamment imprégnée. La mienne également. Donc, je crois que j'apporterai des informations supplémentaires sur la question. Sur ce plateau également, Charles Elisant, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous les Camerounais et un bonsoir particulier à mes amis de Facebook. Ok, Charles Elisant, vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est bien cela? Oui, section OJ Vouri 2 à Newberg. Voilà, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que 3 mois de suspension, c'est le tarif minimal? Bon, permettez-moi tout d'abord, Serge Alain, de présenter à mon nom propre et à la section que j'ai la charge de diriger, la section OGRDPC Vouri 2, nos condoléances les plus attestées à la famille éplorée. Un jeune qui part à la fleur de l'âge alors qu'il n'a rien demandé. Un jeune qui est venu à l'école et qui prenait son bulletin et qui s'en est allé de la sorte, c'est pas bon. Nous qui dirigeons les jeunes à Douala 2e et qui avons affaire à ce genre de problème, nous ressentons ce qui s'est passé, nous mesurons l'ampleur du problème et surtout à ce qui concerne les infrastructures hospitalières et tout ce qu'il y a comme sanitaire au niveau de la 2e, nous mesurons justement ce qui s'est passé. Maintenant, pour revenir dans le sujet, je vais tout de go essayer de comprendre. Il y a 3 infirmières qui, lors d'une urgence, un patient qui arrive,
dont le pronostic vital est engagé. Ouais. Vous avez certains qui, par professionnalisme avéré... Non, on va arriver au niveau, on va même décrire la scène tout à l'heure. Voilà. Restons d'abord sur l'ascension. Lorsque l'ascension tombe, comment vous réagissez? Lorsque l'ascension tombe, j'ai dit oui. Comme je l'ai dit tantôt, il y a quelques jours, enfin un ministre qui a de l'audace, un ministre qui a de la poigne, un ministre qui met sur la table les prescriptions que leur ont données à eux les ministres, au gouvernement du 2 janvier. John Goutet, le 4 janvier, oui. Où le président de la République a demandé du pragmatisme, du réalisme, de la volonté, de la rigueur dans le travail. Et ce nouveau donc vous appréciez la célérité de Manaouda? J'apprécie la célérité et j'apprécie surtout le fait qu'il ait pris le temps de comprendre. Oui. Parce qu'il y a d'abord eu une convocation du conseil de discipline par le surveillant général de l'hôpital à l'intérieur. Et il a respecté scrupuleusement les textes en vigueur qui parlent de la responsabilité disciplinaire dans un établissement public. Vous croyez qu'en 3 jours, il a pu bien comprendre? Non, en fait, les sanctions sont graduelles. Oui. Sont graduelles. Ça, c'est la première sanction, c'est-à-dire la sanction qui respecte la responsabilité disciplinaire. Il y a maintenant la responsabilité administrative, civile et pénale plus tard. Là, il est dans le rôle de celui qui doit prendre la décision qu'il faut. C'était une mesure conservatoire. Tout à fait. Et je vais dire, il a fait des mesures de suspension de 3 mois sans préjudice. Une procédure disciplinaire. Tout à fait. Ok. Et Aloïs Parfenboum, vous, quand vous avez subi ces sanctions-là, comment vous avez réagi? Non, avant les sanctions, d'abord j'étais choqué, touché pour ce qui s'est passé, parce que cela s'est produit dans 2 zones sociales, l'école et puis l'hôpital. Et globalement, c'est un peu la situation réelle de ces 2 zones. C'est-à-dire que l'école aujourd'hui est ce qu'elle est, l'hôpital aussi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est un peu les laissés pour compte de ce système et on reconnaît vraiment l'image de notre hôpital, de notre école. Donc c'est choquant, surtout que c'est un jeune. Et maintenant, les sanctions sont arrivées. Ce sont des sanctions provisoires, j'imagine, parce que dans ce genre de situation, il y a d'abord une sanction prise directement, et c'est ce qu'a fait Monsieur le ministre à titre conservatoire. Après cela, il y aura certainement un conseil de discipline et d'autres décisions vont suivre. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que dans un hôpital de 4e catégorie comme l'hôpital du district, le patron de l'hôpital, ce ne sont pas les infirmières. C'est-à-dire que dans un hôpital de 4e catégorie, c'est le médecin chef qui est responsable. Et d'ailleurs, dans cette salle de l'hôpital, dans cette salle de réanimation, il était présent. Donc pour vous, il fallait sanctionner le directeur? En principe, dans l'esprit de la sanction, on devrait commencer par le directeur ou bien par le médecin chef. Je considère que le médecin chef est directeur. Donc la première personne, parce que en fait, c'est elle qui est responsable du fait que ces infirmières téléphonent. Je ne sais pas. Celui qui a laissé les infirmières, il a accepté que les infirmières... Ça va de soi, que ce soit lui ou pas, il a la responsabilité de garder cet espace utile et pour ne l'avoir pas fait, la première personne qui devrait être sanctionnée sans autre forme, c'est le directeur de l'hôpital du district de Dedo. C'est votre avis, Jean Semer? Non, je ne partage pas cet avis, puisque il faut faire la part des choses entre le contexte professionnel, l'environnement professionnel et l'acte médical. Le fait qu'elles aient pris des images ou bien c'est quoi? C'est quoi le problème? Vous avez demandé mon avis certainement sur la responsabilité du médecin-chef. C'est pour ça que je disais qu'il faut qu'on fasse la part des choses entre le contexte professionnel qui a prévalu lors de cet incident et l'acte médical qui devait être posé et qui a été fait par le médecin. Donc je crois que à ce niveau-là, le médecin serait exempt partiellement de tout reproche. Il était concentré à poser un acte médical, même si il est extrêmement difficile de prouver que
il a donné des instructions pour que la salle ne soit pas envahie par des intrus, fût-il un personnel, et que ces instructions ne sont pas respectées. Mais je crois quand même qu'il faut qu'on fasse la part des choses entre un contexte professionnel et l'acte médical qui a été posé par le médecin. Et les infirmières qui ont été sanctionnées n'étaient pas directement liées à l'acte médical qui est en train d'être posé par le médecin. Donc je pense qu'il faut essayer de faire cette part des choses. Sur la sanction en elle-même, je crois que je l'ai, en tant que journaliste, apprécié à sa juste valeur. D'abord, sur le délai extrêmement réduit du drame à la sanction. Le drame s'est déroulé le 29. Le même 29, je crois qu'il y a eu un tweet du ministre de la Santé qui désapprouvait complètement la démarche de ces infirmières. Et je crois que le 30, très vite, l'état-major sanitaire de la région s'est mobilisé et a donné des instructions pour qu'il se tienne un conseil des majors à l'hôpital de Daïdo, afin que les premières conséquences soient tirées. Et ce n'est qu'à partir de ce conseil des majors que les premiers éléments ont été transmis au ministre de la Santé qui, le 2, a très rapidement pris les premières mesures conservatoires. Ils sont bien évidemment partiels. Donc, ça tranche de façon catégorique avec cette cacophonie qu'on a observée en 2016 avec la fameuse affaire Monique Koumatete, voilà, où il y a eu une incroyable cacophonie et des dirigeants de sanitaires locaux et ceux de Yaoundé où les sanctions ne sont pas tombées immédiatement et où il y avait vérité et contre-vérité. Mais sur ce dossier du jeune Léo Salou, il y a eu une chronologie des faits et les sanctions appropriées ont été prises en premier ressort parce que ces sanctions qui ont été prises sont sans préjudice d'autres sanctions qui vont certainement tomber dans les prochaines semaines. Ok, sur ce plateau également, Alexis Nguepi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous les panélistes. Voilà, vous arrivez là, on est en train de parler déjà de la mesure du ministre, Manaouda Malachi, comment vous l'avez accueilli? Il y a d'autres, seules les infirmières sont coupables dans cette affaire? D'abord, je tiens d'abord à dire que nous devons d'abord saluer la mesure qu'il a prise. Oui. La première mesure qu'il avait prise, c'était sur les indigents. Elle était bonne, elle est appréciable. Il faut souvent savoir apprécier quand quelque chose est bien, même s'il y a des limites. Et pour la sanction, c'est aussi appréciable. On doit apprécier. Mais cependant, on se pose une question. On se dit, pourquoi faut-il toujours que quand le grand public est au courant avant qu'on sanctionne? C'est un peu comme ça on veut nous faire savoir que tout marche dans nos hôpitaux. Donc, non, attends, on veut comprendre. Non, ce que je veux dire, c'est-à-dire, il y a ces cas sont récurrents tous les jours, ça se passe dans les hôpitaux. On n'a pas encore suivi que, sans que les gens soient informés, que dans tel hôpital, il y a eu telle mesure qui a été prise comme sanction. À ce que, si pris une mesure, avant que les gens investiguaient, ils se rendaient compte que cette mesure a été prise par rapport à une faute qui a été commise, on aurait compris. Mais, on se rend compte que c'est quand les gens sont au courant qu'ils sanctionnent. Donc, il y a un mal-être qui est là, qui existe. Donc, c'est juste sur la pression populaire qu'il met des sanctions. Mais est-ce qu'il faut seulement sanctionner? Je ne pense pas. Je ne pense pas que les sanctions soient la solution appropriée. Hein. Il faut plutôt prendre des mesures par rapport à cela. Par exemple, nous qui sommes de l'opposition, hein, je suis dans une plateforme appelée Vote Utile, où nous regroupons plusieurs partis politiques. Nous avons par exemple un parti politique d'opposition qui a mis sur pied une mesure, qui a fait une proposition qui s'appelle, ça s'appelle AMO, assurance maladie universelle obligatoire, respectueux pour tous. Bon, on va pas plus. Non, c'est pour dire que. Je vais chuter, vous me permettez. Oui, sur la mesure. Oui, sur la mesure. C'est pour dire quoi? Que s'il y avait eu une telle solution qui avait été prise, nous ne serions pas en arrivés là. Il n'y aurait pas eu dans les hôpitaux où les infirmières que de travailler, ou bien par exemple l'enfant s'est arrivé, on aurait eu ça. Non, je crois qu'avec une telle mesure, forcément non, la sanction est trop facile. La sanction est trop facile. On va sanctionner aujourd'hui, mais demain c'est encore sur le produit. Vous comprenez un peu? C'est facile de sanctionner, mais est-ce que demain il n'y aura plus encore cela? Ça va se répéter demain. Ok. Une réaction? Vous posez un problème extrêmement pertinent sur la qualité du personnel de l'hôpital, de nos structures sanitaires. Mais je pense qu'il y a un chapelet de personnel de la santé qui ont été sanctionnés sans qu'il n'y ait eu ce que vous appelez pression populaire. Et je pense que sur le CAP aussi, on aurait bien évidemment sanctionné ces personnes sans qu'il n'y ait eu cette pression populaire de Facebook ou alors cette pression médiatique que l'on a observée. Il y a eu des personnes qui ont été sanctionnées sans qu'il n'y ait ce ramdam. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, même si
je considère quand même qu'il y a quelque chose à redire sur la qualité du personnel qui sont amenés à porter les actes médicaux dans nos structures sanitaires, qu'ils soient de ces structures, qu'elles soient privées ou publiques. Oui, Charles Elie, vous voulez réagir aussi? Oui, en une minute, je voulais dire à mon frère Alexis Nguépi que nous ne sommes pas des ennemis. J'ai cru entendre, vous avez dit ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Je n'ai pas dit que vous étiez des ennemis, désolé. J'ai suivi comme si non, vous aviez suivi que nous sommes ennemis. Vous êtes là, vous êtes du RDPC, vous passez le temps à croire que tout ce qu'on va dire, c'est une attaque. Allez-y, Charles Elie. Bon, si vous n'avez pas dit ennemi, il n'y a pas de problème, je m'excuse sincèrement. Bon, ce que je voulais dire, c'est que je reprends après M. Georges Semé pour faire comprendre que est-ce que vous connaissez le nombre de procédures disciplinaires qu'il y a dans la fonction publique? Dites-moi. Est-ce que vous connaissez le nombre de procédures disciplinaires qu'il y a au niveau de la santé? Est-ce que vous savez que c'est parce que justement vous voulez faire commander l'État par la rue que vous croyez que les décisions qu'a prises le ministre de la Santé viennent du fait de la pression populaire? Non. Il est resté dans sa logique légale et il a respecté la loi. Il aurait d'abord fallu qu'il y ait eu au niveau de cet hôpital une enquête à l'interne qui a été faite et diligentée par le secrétaire, par le surveillant général de cet hôpital, et c'est à partir des résultats qu'on commence à prendre les sanctions, et les sanctions sont graduelles. Maintenant, je voulais juste lui couper quelque chose, c'est que... Permettez. Je vais vous passer la parole. J'ai souffert de vous écouter, faites pareil. Donc, maintenant, ça c'est la première mesure conservatoire. Il y a une deuxième qui arrive, ainsi de suite. J'ai dit ici que les sanctions au niveau disciplinaire sont graduelles. Là, on prend d'abord la première mesure et la deuxième arrive. On peut arriver même jusqu'à la révocation du corps de la fonction publique et même la prison. Parce qu'il y a un adage chez eux qui dit que le médecin ou bien le personnel de santé est responsable de ses actes devant ses pairs et devant les patients. C'est comme ça se passe, M. Képi. Maintenant, vous remettez le sempiternel problème de la formation de nos agents de santé sur la table. Nous, tous nous sommes dans ces hôpitaux, mais vous n'allez pas quand même continuer à parler du train qui arrive en retard à la gare et vous oubliez 9 trains qui arrivent à l'heure. Non. Essayons d'améliorer les choses. Pourquoi ce train arrive en retard? Pourquoi il arrive en retard? Pourquoi il arrive en retard? Et on trouve les solutions pour qu'il n'arrive plus en retard. Vous n'allez pas mettre sur la place publique à potence tout le personnel de santé des hôpitaux du Cameroun, alors qu'il y en a qui avaient abnégation et avec sacerdoce et avec sacrifice font leur travail de manière professionnelle et efficace. Aloïs, parfait-vous? D'abord, je voulais relever deux faits. Oui. Le premier, c'est que tout le monde semble saluer l'action du ministre de la Santé. Mais ce qu'on oublie, c'est que le ministre de la Santé n'est là que depuis 2 mois environ. Et c'est le réflexe, c'est le réflexe de tous les nouveaux ministres. C'est-à-dire que les premiers jours, vous les voyez prendre des décisions et quelques mois après, vous allez malheureusement constater qu'ils vont s'essouffler. Vous avez vu au niveau du développement urbain, un ministre courant à gauche et à droite pour dire qu'elle surveille les chantiers. Vous allez voir au niveau du ministère des Sports, ainsi de suite. Bref, on est habitué à cette situation où les ministres, les premiers jours, donnent l'impression qu'ils sont des travailleurs. La deuxième chose, c'est que... La deuxième chose, c'est, je voulais dire à M. Semé, que non, dans une salle, il y a un responsable. Même pour faire des photos, il y a quelqu'un... Non, je veux on va développer cet aspect tout à l'heure. D'accord. Oui, tout à l'heure. Je vais revenir là-dessus. Oui, je vais juste dire à mon ami du RDPC, M. Zan, que le ministre, il est légal, mais la rue est légitime. Donc, si vous voulez savoir, vous avez parlé de rue. Là, c'est-à-dire que lorsque les gens mettent une pression populaire, elle est légitime. Vous aimez les choses de pression, s'il vous plaît, de m'écouter. La pression populaire est légitime, elle n'est pas légale. Et si on doit comparer que le Sud, je crois sa légitimité. Donc, c'est pour vous faire savoir que tout à l'heure, mon chroniqueur a relevé le fait que les nouveaux ministres font cela. C'est vrai, je suis d'accord avec lui. Mais je pense qu'avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles formes de technologie de communication, nous pouvons mettre une pression à ces ministres-là, à ce qu'ils puissent... En fait, on doit les mettre au travail. Hein. Tout ce qui se passe doit être commenté, doit être débattu, afin qu'ils puissent prendre des actes. Et c'est même là qu'il faut nous remercier quelque chose, parce que ce sont les jeunes ministres, ils sont jeunes, ils sont à la fête de l'âge. Donc, ces ministres qui ont 75 ans, 80 ans, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Vous êtes du RDPC.
Oui. Ok. Oui. Alors, Et nous aurons, alors pour une fois, votre président de parti, votre camarade, votre grand camarade de parti, le président de la République, votre président non, du c'est pas parti, le président du parti, s'il vous plaît, s'il vous plaît. il faut rectifier votre cela. président du parti, c'est le parti aussi qui a c'est pas le pris une bonne président décision, national qui nomme les et ministres, le président légal du Cameroun, son excellence Paul Biya, élu, et le président légal du Cameroun élu, a pris une bonne décision de nommer des jeunes ministres au pouvoir. Mais cependant, on se rend compte que tout récemment, il a nommé, on a fait élire le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui a plus de 78 ans. On se rend donc compte que, voilà pourquoi est-ce que vous qui êtes jeune, vous devez comprendre que votre parti est gangréné par ces vieux-là. Parce que quand on met les jeunes aux affaires, qu'on a nommé les ministres qui sont jeunes, ils vont les actions, ils se déplacent l'énergie à revendre, ils vont sur le terrain. Mais ces vieux-là, c'est pour... Maurice, comme toi, à quel âge? S'il vous plaît, vous avez quel âge, vous? Charles-Élie. Bon, voilà, revenons donc à cette vidéo. On va la décrypter, si vous voulez. On va dans une salle étroite d'un personnel soignant. Il y en a qui s'activent. Il y a 2 personnes, principalement, qui s'activent à redonner vie au jeune Blériot. Il y a un monsieur qui s'occupe du massage cardiaque et une dame qui tient une bonbonne. Le reste, soit ils ont des bras croisés. Et il y a aussi ces infirmières qui tiennent des téléphones portables pour immortaliser la scène, comme on l'a dit, et le directeur de l'hôpital de district de Dido. On veut comprendre pourquoi avoir accepté que ces appareils-là rentrent dans la salle. Comme dit Aloïs Parfumvoum, est-ce que la responsabilité du directeur de l'hôpital de district n'est pas engagée quelque part? Bien, tout à l'heure nous disions... Oui. Si c'est des images pour l'hôpital des districts, je crois que ce n'est pas plusieurs personnes qui font les images. Vous posez une question pertinente. Oui. Mais je crois qu'on est encore à un niveau à une échelle assez basse des sanctions. Et je crois que la messe n'est pas tout à fait dite sur ce qui va arriver demain en ce qui concerne cette affaire. Et je crois que j'ai été tout à fait clair lorsque je parlais de cette part des choses qu'il faut faire entre l'acte médical qui a été posé par un infirmier et toutes ces personnes qui étaient dans la même salle et qui ne faisaient absolument rien. Qui n'avaient rien à faire là? Qui n'avaient rien à faire là-dedans. Ces personnes ne devaient pas se trouver là-dedans. Ça, je l'avoue. Mais on ne peut pas, de but en blanc, faire porter le chapeau de la présence de ces personnes dans la salle directement au directeur de l'hôpital ou alors à l'infirmier qui posait les actes médicaux. Et je crois que dans le tweet qui a été effectué par le ministre de la Santé, il était tout à fait clair que dans ce tweet, il faisait mention de ce qu'il y avait une enquête qui allait être ouverte et qui allait dévoiler tous les contours de ce qui s'est exactement déroulé dans cette salle. Et la première mesure disciplinaire qui a été prise sur la forme, je dis bien sur la forme, sur ce qu'on a vu, c'est d'abord la sanction de ces 3 dames qu'on a vues de façon très scandaleuse en train de filmer les images alors qu'on posait un acte médical sur un cas extrêmement urgent. Donc ici, on va continuer. Permettez, revenons à l'affaire Monique Koumatekel. Qui a été sanctionné dans cette affaire au niveau de l'hôpital à Kintiri? Personne n'avait été sanctionné malheureusement. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait une certaine cacophonie en rapport avec l'événement que nous vivons. Vous comprenez pourquoi je pose la question? Le directeur de l'hôpital à Kintini a été démis de ses fonctions. Pourquoi? Pour ça? Justement, parce que dans l'enceinte de l'hôpital, c'est son autorité qui est engagée. C'est clair que c'est son autorité qui est engagée. Mais comprenez aussi, M. Papa. Il avait été démis ou changé? Non, c'est suite à cette affaire qu'on l'a enlevé de ce poste. Oui, bon, on l'avait pas démis, bien sûr. Même si on l'avait pas démis, quand on démet quelqu'un, on dit expressément qu'on le démet. Mais on sait que c'est la formule de politesse. Non, c'est l'administration. C'est l'administration. Quand on vous démet, on vous dit qu'on vous a démis ou révoqué. Bon, ce que je sais, c'est que le médecin... Mais il y avait quand même un rapport entre le départ de la Kintini et l'affaire Koumatekel. Tout à fait. Il y avait quand même le départ, oui. Donc, je voudrais dire ici, s'il vous plaît... Oui, Georges va continuer. Il peut. Ok. Ou alors, éventuellement, sanctionner prochainement. Je dis bien éventuellement, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais sur la première échelle, le premier degré des sanctions qui a été pris, je crois que c'est les premières sanctions qui devraient être prises sur la forme. Voilà un spécialiste des réseaux sociaux. Oui. Il sait que la forme qu'a dégagé cette photo où cette femme est en train de filmer un acte médical qui est en train d'être posé par
le patron infirmier est tout à fait scandaleux. Sur la forme, je dis bien, on est encore sur la forme parce que ça a été choquant pour tout le monde. Mais maintenant, dans le fond, je crois que les enquêtes sont en cours et ce n'est qu'au terme de ces enquêtes et après le rapport qui sera certainement acheminé au responsable national de la santé que d'autres sanctions de plus grande ampleur pourront être prises, mais on ne peut pas dire que il fallait tout de suite sur le coup sanctionner directement le directeur général de l'hôpital ou alors l'infirmier même qui est en train de poser un acte médical qui malheureusement a tourné, comme on l'a vu, à un échec. Voilà sur cette... oui, ça me fait rire parce que c'est facile de dédouaner la responsabilité sur ceux qui sont en bas de l'échelle. Vous savez, dans notre pays, les gens n'aiment pas être responsables de leurs actes. Lorsqu'on vous nomme à la tête d'une structure et que l'un de vos personnels commet une infraction, bien commet une faute, vous êtes responsable. Est-ce qu'il faut attendre que le ministre demande qu'il y ait une réunion d'urgence pour les sanctionner? Je crois que le même jour que cela s'est produit, le directeur de Daido aurait déjà dû... Je pense qu'il y a un conseil de discipline. Parce que le communiqué qui a été fait, on se rend compte que c'est le ministre qui met la pression au directeur de faire cela. Or, dans une structure qui fonctionne normalement, dans un état qui respecte, dans un état de droit, une telle faute est commise en interne. On n'a pas besoin d'attendre que la hiérarchie demande de le faire. Une administration n'est pas un parti politique. Une administration n'est pas un parti politique ou alors une banale organisation. Je crois que lorsqu'on parle d'enquête... Les hôpitaux sont en principe des structures qui peuvent être parapubliques, entre parenthèses. Donc, et vous savez que dans le privé, lorsqu'une faute est commise en entreprise, on n'a pas besoin d'attendre que le PDG demande consensus. Non, mais justement, parce que le public doit s'arriver au privé pour la performance. Là, on parle de performance. Comment est-ce que vous allez vouloir... Je vois qu'on se perd un peu, vous n'avez pas bien écouté. Non, s'il vous plaît, vous me laissez chuter. Je veux que les gens comprennent que dans ce pays, on veut toujours que c'est X ou Y qui demande de faire quelque chose. Lorsque vous gérez un service et qu'un membre de ce service commet une faute, il y a des mécanismes en interne qui permettent de prendre des décisions directement par l'enquête est en cours ou pas? L'enquête est en cours. Jean Alexis Nguepi, les faits sont survenus le 29 mars. Oui. Et le ministre a fait son tweet le même jour. Oui, 3 jours après, les premières sanctions, comme disent certains panélistes ici, les premières sanctions tombent. Est-ce qu'on est arrivé au bout de l'échelle des sanctions? Le ministre a fait son tweet le même jour et le surveillant de tâche de Daido a pris une mesure, c'est-à-dire qu'il a fait sur les sociaux, je crois 2 ou 3 jours après. Donc, le 30, il y a une réunion. Il y a une réunion qui était convoquée. C'est-à-dire qu'il a envoyé un document, je crois, 1 ou 2 jours après cela. On se sera entendu à ce que... Je pense même que c'était même un peu d'une maladresse pour le ministre de faire ce tweet-là. Personnellement, oui. Ce n'était pas... Comment vous voulez qu'il réagisse? Non, je pense que l'administration, c'était peut-être au directeur de Daido de faire ce tweet-là et de convoquer son personnel pour des mesures directes. Et lorsque ce ministre qui le fait, ça nous laisse comprendre que tout doit venir de la hiérarchie. Et cela renvoie encore au problème de l'hypercentralisation de l'État. Comprenez un peu. C'est-à-dire que si ce fait, ce serait passé par exemple à Koulfata, et qu'il n'y a pas de réseaux sociaux, donc le directeur serait resté là, et le ministre peut-être ne va même faire le street. Et si le ministre ne se prononçait pas, on aurait encore dit que les ministres restent à Yaoundé. Justement, ça pose le problème. Ça pose le problème de l'hypercentralisation de l'État. Il faut que les gens comprennent que lorsque vous avez un poste de décision, vous devez agir en temps réel. Pas besoin de tout rester à attendre que la hiérarchie qui est à Yaoundé vous donne l'ordre d'agir. Et vous serez attendu que le directeur de l'hôpital du district de Daido prenne des mesures tout de suite. Quel type de mesures? Il y a une cellule, il y a un conseil disciplinaire en interne qui est là. Lorsque les faits se sont produits, il aurait fallu qu'il y ait même une réunion d'urgence et qu'ils prennent des mesures. On n'a pas besoin d'attendre que Yaoundé donne son mot d'ordre. Non, mais c'est pas ça. Ça pas passé comme ça. Ce n'est pas Yaoundé qui a demandé qu'il y ait une réunion de prise de décision. Ce n'est pas Yaoundé. Vous perdez les gens, monsieur. Une minute, Charles Elie. D'abord, Aloïs Parfumvo. Non, disons que, comme je l'ai relevé tout à l'heure, il y a un peu du 2 poids 2 mesures. Et parce que ça concerne les ordres des infirmiers, les ordres des médecins. Et dans le cas de Koumatikel, comme vous l'avez évoqué il y a 2 ans, personne n'avait été de façon formelle sanctionné. Il y a eu un jeu de chaises musicales et on a étouffé l'affaire comme toujours. Et d'ailleurs, ce n'est pas le premier cas. Vous savez,
avec la guerre de Boko Haram, il y a eu des images aussi choquantes où des gens ont tiré à bout portant sur un bébé et sa maman. C'est toujours grâce aux réseaux sociaux. Vous comprenez que les réseaux sociaux ont leur avantage, c'est-à-dire qu'ils nous permettent au moins de découvrir ce qu'on nous cachait il y a 2 ou 3 ans. Et à ce niveau, on ne sait pas si ceux qui ont commis ces forfaits avaient été sanctionnés. Ils avaient été sanctionnés. Oui, ça c'est la version officielle. Ouais, mais après cela, on s'est rendu compte que en termes de sanctions, ce n'était vraiment pas des sanctions. Donc c'est pour dire quoi? Que si on a sanctionné dans l'ordre des infirmiers, on devrait sanctionner immédiatement le médecin garant. Je dis que c'est le médecin qui est garant de tout ce qui se passe dans une salle de réanimation pour un hôpital de 4e catégorie. C'est lui qui autorise tout ce qui se passe. Même les gens qu'on voyait défiler, on voyait cette porte ouverte, comme on a trouvé cette porte ouverte, comme on a vu des gens en train de filmer. Il y a quelqu'un qui est le médecin de réanimation qui devait être sanctionné. Ça correspond au fait que c'est toujours le directeur de l'hôpital. Mais si on a commencé à sanctionner, il ne fallait pas qu'on s'arrête parce que ces images sont effectivement choquantes. Elles ne relèvent pas de la médecine, elles ne relèvent pas de la santé telle qu'elle a été apprise. Parce que le secret médical, c'est quelque chose de fondamental en santé et en médecine principalement. Donc la violation de ce secret médical, ils auraient pu filmer pour des exercices. Si on m'avait dit que c'était des stagiaires qui filmaient parce que après on va voir comment est-ce qu'on intervient à la suite d'un choc ou bien d'un traumatisme, on aurait compris. Mais divulguer ces informations, c'est inacceptable. Il ne faudrait pas qu'on sanctionne les uns et qu'on laisse les autres. Je suis fondamentalement opposé. C'est pour ça qu'on dirait que l'enquête est en cours et ne soyons pas étonnés que d'autres sanctions soient prises après ces premières. Ok, Charles. Oui, je souhaite quand même qu'on soit clair dans cette histoire. Parce que autant ceux qui bagarrent au quotidien et qui nous font comprendre qu'ils bagarrent pour un mieux-être, pour un quotidien meilleur pour les Camerounais, sont ceux-là qui volent d'incohérence en incongruité sur ce plateau. Vous demandez à ce que les gens soient pro-réactifs. Vous êtes encore les premiers à dire que quand ils réagissent, on attend encore que la hiérarchie réagisse. On ne comprend plus. C'est parce qu'on mélange la politique et le social. Ce fait de société, ce n'est pas une histoire du RDPC, du SIF, du MSC, du journaliste, de l'excellent journaliste. C'est un fait de société qui peut arriver à tout le monde et débattons pour qu'on en trouve des solutions. Mais quand les gens viennent avec des postures de politiciens pour vouloir saupoudrer les choses et faire croire que c'est leur projet de société qui est bien, alors là, on passe à côté de l'essentiel. Il a parlé de l'état de droit. Allons-y donc. Qu'est-ce que l'état de droit dit donc? L'état de droit dit ceci. Quand il y a un fait dans un hôpital, ça engage d'abord celui qui était à l'action. Et qui était à l'action, c'est les 3 infirmières, dans le cas d'espèce de ce qui les concerne, qui ont pris des photos, en contrario exceptionnel de l'éthique, de la morale et de la déontologie médicale. Sur la forme, on est sur la forme. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est là le débat. Maintenant, quand on le fait, on ne vient pas dans un état de droit, monsieur Nguepi, cisailler les têtes des gens, cisailler les mains des gens parce qu'on a trouvé que vous avez tué. Laissez-moi finir. Parce que même celui qui a poignardé le jeune en question, on ne l'a pas envoyé à la potence au Carrefour, école publique des dos. On le prend d'abord, il est dans une cellule quelque part, même pour sa propre sécurité, parce que même les populations peuvent se verser sur lui, et il enquête sur son cours, et il sera jugé conformément à la réglementation légale de notre pays. Maintenant, qu'est-ce que dit la réglementation de notre pays? Il y a le règlement intérieur de l'hôpital qui a été suivi. Le surveillant général de l'hôpital a convoqué donc cela. Il y a eu le rapport monté au niveau de la délégation départementale de la santé, délégation régionale jusqu'au ministre, qui est donc celui-là qui est chargé de la santé publique au Cameroun, qui a fait le tweet et a pris sa responsabilité. Parce que ça l'engage lui. C'est lui qui a qualité à sanctionner disciplinairement un agent faisant partie d'une officine sanitaire publique. Maintenant, dans la suite, il faut écouter, ce n'est pas la politique.
c'est le social, c'est la loi. Dans la suite, il y a la responsabilité administrative, celle-là qui engage maintenant la structure sanitaire, qu'est l'hôpital de Dedo. Et c'est là que je rejoins M. Parfait, vous pouvez lui faire comprendre que maintenant l'État du Cameroun, malgré cela, les professeurs doivent comprendre que quelle est donc la responsabilité qui engage le médecin-chef. Et on verra, est-ce qu'il devra diminuer ses fonctions, est-ce que c'est là où ça intervient. Ensuite, il y a la responsabilité civile, pour finir par la responsabilité pénale. C'est le droit, vous n'avez pas l'état de droit, c'est ça l'état du droit. Pour terminer, laissez-moi terminer, Vous êtes long, hein. justement, parce que c'est ce qui est important. Pour terminer, je voudrais vous faire comprendre que vous n'opposerez jamais la rue à l'état du Cameroun. Ce n'est pas la rue qui dicte le droit. La rue fait son travail qui est celle de continuer à travailler sur le terrain et vous laissez les gouvernants travailler. Quand vous voulez les changer, vous attendez une élection pour les changer. Vous avez tous les termes d'insurrection, de rue, légitime, légale, depuis le 7 octobre, vous voulez un peu tout jouer. Donc laissez donc ceux qui sont en charge de ce dossier travailler et attendons la suite. Et pour terminer, prenez le Cameroun Tribune. Prenez ce journal tous les jours, vous verrez des sanctions administratives disciplinaires concernant les agents de fonction. Ça tombe pas le même jour. Oui, il faut que je lui réponde parce que... Oui, allez-y. Monsieur Zan, vous savez, quand on veut jouer le rôle de l'avocat du diable, c'est très difficile. Qui est le diable ici? L'avocat du diable, c'est l'avocat là celui qui défend les causes perdues. Et nous savons très bien que le RDPC, la majorité présidentielle, gouverne depuis plus de 37 ans. Ils gouvernent et c'est eux qui ont mis cette politique d'administration camerounaise pour la bonne gestion de l'administration. C'est leur projet de société, c'est leur projet, cette politique. Maintenant, lorsque ce qui s'est passé montre l'échec à des deux montres qui leurs politiques n'ont pas été bonnes. Et nous qui sommes dans l'opposition, s'il vous plaît, la question n'est pas question du temps d'infirmier du MS ou pas. La question est la politique de gestion qui est mise en place dans les hôpitaux camerounais. D'abord, non, restons sur le cas de Dedo. Oui, sur le cas de Dedo. Vous dites que c'est la rue qui a dicté l'action du ministère. Vous avez passé la pression. Vous dites que c'est sous l'effet de la pression populaire. Populaire, c'est pas forcément... Que le ministre Manaouda a pris ses mesures. C'est le peuple camerounais qui est souverain, qui voilà, les gens qui sont choqués. Et pour moi, c'est un journaliste, je suis encore plus choqué de ce que vous dites. Le peuple camerounais qui est souverain, ils ont été choqués. Et le ministre il a cru bon d'agir. C'est une bonne chose qu'il a agi. Nous ne sommes pas contre le fait qu'il a agi. Maintenant, nous disons, ça montre l'échec des politiques mises en place par le système RDPC sur la gestion des hôpitaux au Cameroun. Et ça, c'est un fait. Parce que si d'autres personnes avaient peut-être eu en charge de mettre sur pied cette politique, comme le MRC bien sûr, comme le SDF, comme l'UPC, comme l'UDC, s'il vous plaît, vous n'avez pas parlé de parole. Si d'autres personnes, si le parti politique d'opposition avait eu la chance de mettre sur pied cette politique, je crois que les choses seraient passées autrement, car ici, vous savez, lorsqu'on est dans un hôpital, on parle de sécurité. Et il est le sécuritaire. Non, le RDPC, je dis bien, c'est lui qui est en charge de l'administration camerounaise, entre parenthèses, car c'est le parti qui est au pouvoir, c'est eux qui ont mis sur pied des politiques de gestion de nos hôpitaux. Et lorsque votre candidat a été, entre parenthèses, élu, il a été élu, votre candidat a bien sûr dû proposer un projet de société dans ce sens-là. Aujourd'hui, on se rend compte que ce projet n'est pas bon. Vous avez apprécié Charles Lisan, je vous en prie. Non, Charles Lisan, permettez. Nous apprécions. Je vous en prie. Oui. Charles Lisan, quand vous parlez, il vous écoute. Rendez-lui la politesse, je vous en prie. Allez-y. Nous apprécions ce qui a été fait par le ministre, nous avons apprécié, mais en disant, il aurait pu mieux faire. Il aurait pu mieux faire, c'est ce que nous disons, et nous disons qu'aujourd'hui... Oui, on veut concrètement le mieux faire là, c'est quoi? Il y a les sanctions, vous attendiez à quoi? Les sanctions, vous savez, c'est trop facile de censurer l'infirmière. Hein. Je pense que s'il avait voulu monter son muscle, il aurait dû censurer par exemple le directeur de l'hôpital d'Edo. Je crois que ça, il aurait dû sanctionner en tant que ministre. L'infirmière peut être sanctionnée par le conseil de discipline de l'hôpital de Dedo. Mais vu que ce monsieur qui dirige cet hôpital n'a pas pu former son personnel, empêcher que ça n'arrive, il est responsable. Est-ce que vous pouvez le prouver? Est-ce que vous pouvez prouver qu'il n'a pas... Il est responsable parce qu'il a en charge. Il est responsable parce qu'il a en charge la gestion de cette socio-hospitalière. Lorsqu'on vous donne un poste
et qu'un membre de votre équipe faillit, vous êtes responsable. Ah bon? Vous n'avez pas nous faire savoir que, même dans une entreprise, vous êtes un directeur général, vous avez même votre gardien qui est là, et qui faillit, il est responsable. Et c'est ça le problème dans votre parti. C'est que dans votre parti, vous ne voulez pas admettre vos responsabilités. Vous passez ce temps à croire que c'est X, c'est Y qui est responsable. Vous êtes responsable. Le directeur de peut-être d'Aido, dans un esprit d'éthique, aurait même pu démissionner. Ailleurs, ça s'est fait. Il aurait pu démissionner. Ça permet d'asseoir la culture démocratique au sein du peuple camerounais. Ok. Vous n'étiez pas d'accord oui, avec sur le rôle Guépé. des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux jouent effectivement un rôle très important en ce qui concerne la publicité de certains faits qui, à une certaine époque, étaient mis sous le boisseau. Mais je crois quand même qu'il faut vous rappeler que avant l'avènement des réseaux sociaux, la presse a mis sur le devant de la scène certains faits qui se passaient dans les hôpitaux du Cameroun et qui ont bénéficié des sanctions appropriées. Je suis parfaitement d'accord avec vous à ce sujet sur l'importance qu'ont joué les réseaux sociaux dans le cas actuel. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a également la presse à qui vous devez tirer un grand coup J'ai de parlé chapeau. des diverses formes de communication et réseaux sociaux. Donc, tout Maintenant- ça, la presse entre à l'intérieur. Voilà. Ça veut bien spécifier. Maintenant sur le système de santé dans notre pays, je vous rejoins totalement. Le système de santé du Cameroun a un véritable problème en ce qui concerne non seulement sa législation, parce qu'il y a une polémique sur la couverture santé universelle au Cameroun qui n'est pas encore à point, mais également sur l'aspect très technique qui concerne les plateaux techniques même de nos hôpitaux publics. Et quel On projet en du est RDPC? encore à s'interroger. Et quel projet du RDPC? Voilà, on en est encore à s'interroger comment les structures privées sont mieux dotées techniquement que les structures publiques qui pourtant devraient bénéficier des moyens conséquents pour le faire. Donc il y a un véritable Donc vous problème vous constatez avec moi que le RDPC... Non, je ne parle pas de politique, je parle pas de politique, je parle en tant que journaliste. Le RDPC Le doit débat sur la ils ont politique, je échoué. crois que vous le ferez avec monsieur jamais Zang ou alors monsieur Voum. Donc je fais une observation des journalistes. À côté du plateau technique, il y a également la question de la ressource humaine publique dans ces structures publiques. On se rend compte qu'il y a un problème, parfois dans le recrutement, dans la formation, dans la sensibilisation, dans le recyclage et même dans le counseling qu'il faut donner à ce personnel. Et ça rejoint le rôle que devraient en réalité faire les managers de ces structures publiques à l'endroit de leur personnel. Donc le système de santé du Cameroun est à refaire et à parfaire, et c'est certainement pour cette raison qu'on assiste quelquefois à ce type de catastrophe que l'on a observé l'autre fois à l'hôpital de Daido. Charles Elisan, permettez-moi de vous lire cette... ça, c'est le vice-recteur de l'université de Douala, James Mwangé Kombila, qui dit: attention, la suspension n'est pas une sanction, mais une mesure hiérarchique à caractère conservatoire, en attendant les poursuites disciplinaires et d'éventuelles poursuites pénales ou civiles. C'est ce que vous avez semblé développer tout à l'heure. Tout à fait. Non, je sais que mon frère du MSC va rebondir parce que le nom que vous avez donné là, James Mwangé Kabila, n'est pas de leur parti. Ça avait été leur professeur, ça aurait été, c'est vrai. Non, Nous sommes moi je d'accord. reste sur l'enseignant, l'homme de science. Justement, c'est le Professeur d'université. qui va citer que c'est l'homme de science qui a parlé. Je voudrais faire comprendre à monsieur et à ceux qui nous écoutent que ma grand-mère me disait souvent qu'on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Aucun pays au monde, je dis bien aucun pays au monde, et je vous mets au défi, n'a les anges qui travaillent dans toutes les structures sociales de ce pays-là, que ce soit la police, la douane, l'armée, les hôpitaux, l'école. Vous aurez toujours des brebis galeuses. Vous les aurez toujours. Et quand c'est Mais trop, je ne voudrais pas que, et là je ne suis pas d'accord avec vous, qu'on aille dans un hôpital et qu'on ne regarde que le cas de celui qui est décédé, et on oublie le nombre de naissances qu'il y a eu dans cet hôpital-là. En voulant donc mettre en place, sur la place publique, à la potin, en piétinant le rôle que fait cet hôpital-là, combien de personnes meurent dans un hôpital de suite de ce genre d'acte, encore que le décès de cet élève n'est comme pas au fait que ces gens aient plus de photos, c'est autre chose. Parce qu'il ne faut pas déformer. On n'est pas encore rentré dans le fond. Hein. Oui. J'y arrive, Sur l'acte monsieur, j'ai vu, médical. parce que c'est non, c'est ça, on va nous entraîner. On va entrer dans une histoire de procès contre les hôpitaux. Mais combien de personnes sont sauvées dans ces hôpitaux-là? Combien de personnes entrent avec un pronostic vital dans un hôpital public et en ressortent soignés? Combien y entrent et ils meurent à cause d'une indélicatesse, à cause comme ce genre de geste-là? C'est ce genre de choses que nous luttons contre ça. Nous tous, si nous sommes vraiment des êtres humains normaux, nous tous, nous ne voulons plus que ce genre de choses arrivent. Alors, ne nous amenez pas dans une histoire où vous voulez faire comprendre que le RDPC serait
le parti au pouvoir qui met en place des structures et qui recrute ces gens-là. Non. C'est vrai. Encore que dans un hôpital. C'est vrai. Oui, mais vous prenez les 3 médecins, les 3 infirmières. Vous devez... Laissez-moi parler. Vous prenez les 3 infirmières qui ont pris les photos, qui faisaient des selfies, mais vous oubliez les autres. Vous savez pourquoi Parce que cela... monsieur, vous savez pourquoi cela arrive? Le budget, lors des accords d'Abuja, au Nigeria, il était prévu que le Cameroun a signé cette convention, que le budget alloué pour la santé devrait être 15% du budget national. Ok? Mais au Cameroun, votre budget alloué à la santé est de 185 à 200 millions de francs CFA. Donc, en principe, il aurait fallu qu'il y ait 600 millions de francs CFA par rapport au budget camerounais. Comment pensez-vous que pour une population de 15 millions d'habitants, avec 180 à 200 millions de francs CFA, que vous puissiez mettre sur pied des hôpitaux qui répondent aux normes, avec des plateaux techniques comme il se doit, enfin d'éviter ce genre de cas? Non, monsieur Guépé, est-ce que c'est un problème de défaillance? Non, la défense aussi. Parce que là, on parle des infirmières. Je peux continuer. On parle des infirmières qui ont fait des vidéos. Continuer. Est-ce que le petit est parti parce qu'on a fait les vidéos? Non, pas parce qu'on a fait les vidéos. Mais je vais dire, les gens avaient ça, c'est ça. Le débat, c'est sur les infirmières qui ont fait des vidéos. Vous êtes dans votre rôle habituel. Celui qui est de transformer la vérité. Celui qui est de transmettre le débat là où il est, pour la mettre dans le champ que vous voulez, pour tromper comme d'habitude le peuple camerounais. C'est ce que vous êtes venu faire. On est sûr. Le thème qui nous a été proposé, c'est est-ce que les peines, est-ce que les sanctions ou les mesures sont à la mesure? Nous avons répondu, elles ne sont pas à la mesure. Les infirmières sont bas de l'échelle. Nous aurons aimé qu'on sanctionne le directeur d'hôpital. Laissez-moi donc continuer. Monsieur, dans ce champ. J'y arrive. Je vais donc vous faire comprendre que quand vous parlez des hôpitaux, et que vous voulez il fait croire que si votre parti était au pouvoir, il ferait mieux. Ça veut tout simplement dire... Non, laissez l'opposition. Parlez pour vous. Laissez un peu ce jeu-là. Parlez pour vous. Bon, je crois donc comprendre que le 7 octobre, votre candidat est élu. Et au jour actuel, à ce jour, je parle, aucun mort dans les hôpitaux. Il allait remplacer tout le personnel de santé de tous les hôpitaux publics du Cameroun. Y mettre ceux qu'il est en train de former quelque part, je ne sais pas où, peut-être sur Jupiter ou sur Mars. Il fallait lire Laissez-moi finir. Il allait les prendre eux, qui forment quelque part, les amener et les mettre dans ces hôpitaux-là, et il n'y aurait plus jamais eu de décès, il n'y aurait plus d'infirmiers qui feraient des actes à l'encontre de la déontologie et de la morale et de l'éthique. Non, monsieur Nguépi, ce n'est pas là le problème. Ce que nous disons, c'est que ce ministre, à ce qui nous concerne, 1, est audacieux. 2, il est sérieux. 3, il est rigoureux. Et c'est ce que nous voulons à ce septennat des grandes opportunités. Première mesure qu'il prend dès qu'il est nommé ministre, faire relâcher tous les malades indigents séquestrés dans les hôpitaux publics. Ça, c'est à saluer. Deuxième acte qu'il prend, deuxième acte fort qu'il prend, c'est faire un tweet. Non. Deuxième acte qu'il prend, c'est faire un tweet. Deuxième acte qu'il prend, c'est faire un tweet. Non, du débat déjà. Je connais cette technique. J'ai logique dans ma pensée. Deuxième acte fort qu'il prend, c'est de publier, après une enquête interne, après les résolutions internes prises au cours d'un conseil de discipline convoqué par le secrétaire général, il prend donc l'acte qu'il a pas parce qu'il a la qualité de le faire. Donc voilà où nous en sommes. Sont-elles minimales ou pas? Il évolue. On verra au fur et à mesure de l'avancée des enquêtes, les sanctions qu'il faudra prendre plus tard. Aloïs, parfait, vous. Oui, je suis un peu... On a vu le cas Rigobert Song aussi. Hein. On a vu des photos circuler, ce qui a choqué plus d'une personne. Oui, il y a un sérieux problème dans nos établissements hospitaliers. Il y a un sérieux problème et j'ai voulu rester uniquement dans la thématique pour qu'on ne se perde pas en conjecture. Je note quand même qu'il y a quelques petits égarements. Par exemple, quand M. Zhang dit que dans aucun pays au monde, on ne trouve pas de brebis galeuses. C'est comme pour nous dire que, ok, comme il y a ce qu'il appelle brebis galeuses au Cameroun, c'est un fait normal. Alors que, moi je travaille dans les hôpitaux. J'ai refusé de le dire. Je suis spécialiste en santé publique et je m'occupe de la norme hospitalière maintenant pour dire qu'il y a un véritable problème
dans les hôpitaux. Et avec ce problème dans les hôpitaux, publics et même privés, parce que on a constaté les coûts sont parfois très exorbitants. On a constaté parfois des laisser-aller aussi et le refus de soigner avant le versement de l'argent. Mais cela est davantage visible au niveau des formations publiques. Et pourquoi? Justement parce que un personnel de santé qui lui-même n'est pas à l'aise ne peut pas s'en sortir. Un personnel de santé qui n'arrive pas à payer le loyer, qui n'arrive pas à envoyer ses enfants à l'école, qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de maison. Quand il vient le matin, son premier réflexe, c'est comment je vais nourrir ma famille. Il faut faire donc, des vidéos. Et voilà, oui, et c'est pour cela, et ça rejoint la deuxième préoccupation, c'est-à-dire la politique de santé. Il faut la remettre complètement en cause dans ce pays pour que les gens ne continuent pas à mourir de façon gratuite. Évidemment, ce décès n'est pas lié au fait qu'on a filmé, mais ça nous permet au moins de comprendre comment fonctionne une structure hospitalière. Ceci est valable à Yaoundé comme à Kolofata, parce que si on avait la possibilité d'avoir tous les films dans ces zones, je crois que tout le monde tomberait, parce que justement, il y a un problème de santé. Des médecins qui ont sauvé une femme enceinte en plus. Maintenant, oui, bien sûr, voilà, que le personnel de santé dans les zones rurales travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Et pourquoi? Justement parce que on refuse, ou bien l'État refuse d'assumer son rôle régalien. C'est-à-dire, je construis un hôpital, j'y mets du personnel, j'y mets du matériel, j'y mets tout le confort nécessaire. Et là, ça pose justement le problème de la forme de l'État. C'est-à-dire l'hypercentralisation où on doit affecter un personnel de Yaoundé pour Kolofata, alors qu'on aurait pu le faire. Voilà. Merci. Bonsoir Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant Cédric au menu ce soir. Ce soir, nous parlerons de cette guerre des chiffres entre les Nations Unies et le gouvernement camerounais à propos de la situation humanitaire des déplacés internes du fait de la crise anglophone. Vous le savez, les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire préoccupante de près de 437 000 Camerounais déplacés internes. Le ministre de l'administration territoriale estime qu'ils sont 3 fois moins nombreux et selon les chiffres officiels du gouvernement, environ 57 000 Camerounais déplacés internes ont déjà bénéficié d'une assistance humanitaire. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et nous ferons ce soir un coup de projecteur sur la capitale économique qui fait face à l'ampleur du désordre urbain, de l'incivisme observé dans les grands carrefours de Douala. Les pouvoirs publics sont-ils dépassés par la situation? C'est le dossier du 20h à suivre dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Noufélé. Quant à moi, madame, monsieur, je vous retrouve après, toujours en compagnie de nos 4 invités pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause. Journal. La peau de bébé est fragile. Elle n'a pas encore les propriétés protectrices qu'elle aura à l'âge adulte. Il faut éviter d'utiliser sur sa peau des produits conçus pour nous. Des produits souvent lourdement parfumés et trop agressifs. Il faut privilégier l'utilisation de formules conçues spécialement pour la fragilité d'un tout nouvel épiderme. Pour la peau de bébé, la nature nous a donné la glycérine. Nous
nous rejoignez à l'instant, c'est Equinox Soir, deuxième partie, la partie réservée au débrief, toujours en compagnie de Alexis Nguepi, Charles Lisan, Aloïs Parfenvoum et Georges Semé. Georges, je commence avec vous. Une guerre de chiffres, littéralement. Hein? Le ACR parle de 437 000 déplacés internes au Cameroun du fait de la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun depuis 2016. Paul Atangandji dit que c'est 3 fois moins. Il avance le chiffre de 152 000. En effet, je confirme la guerre des chiffres qu'il y a entre l'État du Cameroun et certaines organisations internationales. Ce qu'il faut faire savoir, c'est qu'il y a effectivement des déplacés internes au Cameroun, mais il y en a également hors du territoire camerounais. Et je voudrais pas rentrer dans la polémique de ces chiffres parce qu'on ne saurait qui croire. Mais je pense quand même qu'il y a une exagération de part et d'autre en ce qui concerne non seulement les déplacés à l'étranger, hors du territoire camerounais, mais également en interne. On ne peut avoir des chiffres fixes parce que selon le gouvernement, il y a des déplacés pris en charge. Et les déplacés pris en charge ne veut pas forcément dire qu'il s'agit de tous les déplacés. Il y a certainement de déplacés qui n'ont pas été pris en charge pour diverses raisons. Mais également, je pense que du côté international, sans avoir fait des recoupements assez probants, on balance un chiffre qui ne reflèterait pas la réalité. Parce que quand même, parler de plus de 400 000 déplacés internes, ça donne quand même à réfléchir. Okay. Il y a 2 semaines de cela, il y avait d'autres chiffres qui avaient été rendus publics par une autre organisation internationale, dont j'oublie le nom, qui faisait état de ce qu'il y avait près de 400 000 déplacés à l'étranger et environ 47 000 seulement déplacés internes. Donc je crois qu'il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de pincettes, qu'on soit dans le camp international ou alors dans le camp national qui aujourd'hui est représenté par le ministre de l'administration territoriale. Alexis Nguepi, vous dites que 437 000, c'est proche de la réalité. Bien sûr, c'est proche de la réalité car... Où c'est la réalité? Je dirais que c'est la réalité. C'est la réalité. Le problème, c'est que ceux qui ont en charge de la gestion de l'État du Cameroun n'aiment pas admettre ces choses, mais c'est vrai, car ils savent qu'admettre qu'il y ait plus de 400 000 déplacés internes au Cameroun, c'est carrément remettre en cause la gestion de la crise anglophone, c'est de reconnaître qu'ils sont mal gérés cette crise-là, et que nous, la société civile et les partis politiques d'opposition, nous demandons qu'il y ait un dialogue inclusif qu'ils refusent de faire. Donc, je suis certain que pour moi, je pense que ces chiffres-là sont tout à fait probables. Aloïs Parfenvoum? Oui, disons. Vous avez écrit pour la Tangandji ou bien le ACR? Non, ce n'est pas question de croire à l'un ou à l'autre. Oui, parce que c'est la guerre des chiffres. C'est de constater que la situation est grave. Elle est même gravissime. Parce que avant octobre, il n'y avait pas de déplacés, il n'y avait pas de morts. Octobre 2016. Octobre 2016. Il n'y avait pas tous les députés, maires, sénateurs étaient sur place. 2 ans plus tard, on se rend compte que il n'y a plus de députés, sénateurs, maires, conseillers municipaux de ces zones, dans ces zones qu'ils sont. Beaucoup de fonctionnaires même, résidents. Beaucoup de fonctionnaires. Voilà, beaucoup de fonctionnaires, les fonctionnaires, les sous-préfets, les sous-préfets notamment. Donc ça veut dire, c'est au moins un indicateur que les gens se sont déplacés, ou du moins ne sont plus là. Et au lieu que l'un des amplificateurs de cette crise se gargarise de ce que les chiffres sont à 152 000, oui, il parle de 152 000. Il devrait plutôt prendre conscience de ce que la situation est grave et qu'il faut tout faire pour l'arrêter. Mais ce qui n'est pas dans son rôle de démentir, parce que là, il dit, le ACR parle de 437 000, lui, il apporte son chiffre. Je ne sais pas si la fonction d'un ministre est de démentir, c'est le temps plus que ce que ne fait que ce ministre, c'est le démenti depuis le début de la crise. Parce que vous vous souvenez, au début de cette crise, le ministre Atangandji vous disait qu'il n'y avait pas un problème anglophone. Il vous disait que c'est essentiellement des manipulations. Et il vous disait d'ailleurs que la situation est sous contrôle. Et ça justifie aussi le fait que aujourd'hui... Il n'est pas le seul, hein, le ministre a dit, il a dit aussi. Oui, c'était toute une équipe. À la différence que le ministre Atangandji, lui, il a été promu
après toutes ces déclarations, après tous ces démentis. Peut-être qu'il dément encore pour être éventuellement Premier ministre demain ou le secrétaire général, je ne sais pas trop quoi. Vous savez que dans ce pouvoir, chaque fois que tu fais ce qui n'est pas bien, tu es promu. Maintenant, on a des larmes aux yeux par rapport à cette crise et il est important, comme a dit quelqu'un, que ça s'arrête. Parce qu'on dénombre tellement de morts, la structure économique est entachée, la confiance n'existe plus, et puis ces jours-ci, vous avez suivi, je ne vous donne pas les chiffres de la journée, c'est pas très gai de ce côté, avec des civils qui sont tombés, des soldats aussi, c'est un peu trop, et nous ne méritons pas cela. Charles Lisan, je sais que vous allez me dire que c'est exagéré, 437 000 déplacés internes. Qu'est-ce qui vous fait croire que je dirais que c'est exagéré? Ah, donc c'est vrai, hein? ACR a raison. Qu'est-ce qu'il faut faire quoi que ACR a raison? Non, en fait, je veux qu'on reste lui, justement. Charles Lisan. Tout à fait, je n'entre pas dans ce jeu de... Tu as raison parce que tu es du LDPC, tu as tort parce que tu es du MS ou du SDF. Non, je n'entre pas dans ce jeu. J'entre dans le jeu de celui qui constate ce qui se passe et qui ne veut pas qu'on biaise la vérité. Donc c'est 152 000. Que ce soit 152 000, que ce soit 3, que ce soit 4, que ce soit 15, chacune des organisations est dans son rôle. Tout ce que je retiens, c'est que ces mêmes organisations-là, les autres ONG internationales, dont certains puissants États refusent les visas pour aller enquêter dans ces pays-là, sont ces organisations qui nous donnent les leçons aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler quand même que les États-Unis, le département d'État américain a refusé de donner les visas à toute organisation qui critiquerait de quelque manière que ce soit l'armée américaine dans tous les théâtres d'opération où elle est engagée. C'est ces mêmes opérations, ces mêmes ONG qui viennent ici nous disent qu'il y a 453 000 déplacés, c'est vraiment combien. Là, n'est même pas le problème. Je vais un peu suivre M. Aloïs dans son argumentaire pour dire que non, qu'il y ait 1 ou 2 ou 3 déplacés, c'est une crise de trop. C'est une crise de trop. Et celui-là qui est en charge de gérer le pays a tendu la main. Nous devons plutôt focaliser nos énergies à demander à ceux-là qui ont pris les armes contre la République de les déposer parce que tous les indicateurs ont été donnés pour leur permettre de revenir, s'il faut dire, à la normale et pour que cela cesse. Maintenant, monsieur Nguepi, vous avez eu le temps de dire vos conneries, vous les avez dit, laissez-moi aussi dire les miennes. Laissez-moi dire les miennes, s'il vous plaît. Arrêtez un peu ce jeu perfide-là. On est en train de parler d'un peu de société des hôpitaux, vous venez avec la politique. On parle de déplacés internes, vous parlez avec la politique. Non, laissez-moi évoluer. Vous avez dit que vous êtes de la société civile. Finalement, vous avez même doufé. Non, allez, répondez à la question. Voilà. Donc, il faut un peu arrêter ce jeu-là. Arrêtez ce jeu-là, vous êtes société civile, MSC la nuit, le jour, société civile. Arrêtez un peu ça. Donc, je tente de vous faire comprendre que, à ce qui nous concerne, 1, 2, 3, 4 déplacés de plus, en moins ou en plus, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que cette crise cesse. Et cette crise ne va que cesser d'une seule manière, que les belligérants déposent les armes et que tout rentre dans l'ordre de manière sociale. Parce que l'État leur a tendu la main pour dire qu'ils seront réintégrés socialement. Ok. Georges Semé, on vous a vu suivre ces délégations-là pour lutter contre le désordre urbain dans la ville de Douala. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la communauté urbaine de Douala a abdiqué face à Ndokoti? J'avoue que vous êtes très bien informé sur ma descente sur le terrain dans le cadre de mes fonctions de journaliste. Oui. Je crois que il faut couper la part en deux. Comment on n'arrive pas à résoudre le problème de Koti pour faire exactement, les populations de la ville de Douala, il faut couper la part en deux, disais-je, entre les populations de la ville de Douala et l'État décentralisé. D'abord, les populations, je crois que je vais commencer par une petite anecdote. En fin 2016, après qu'on ait ouvert à la circulation la pénétrante Est et même effectuer la réception technique, 3 mois après seulement, il y a eu une occupation anarchique de l'espace de la pénétrante Est. Il y a eu une vandalisation du mobilier urbain de l'espace de la pénétrante Est. Et les pertes à cette époque étaient estimées en quelques mois à 80 millions de francs CFA. 80 millions, s'il vous plaît. Alors, le gouverneur de l'époque s'est fait remonter les bretelles par l'État central qui lui demandait d'aller avec le délégué du... Non, c'était le préfet du département du Vouri, Nasseri Paul Biya. Oui, Nasseri Paul Biya. Voilà, il s'est fait remonter les bretelles et avec le délégué du gouvernement, M. Tonnet, on leur a demandé d'aller véritablement voir ce qui se passe sur les lieux et sensibiliser
les citoyens de la ville de Douala à l'occupation et à la protection même du mobilier urbain. Le cas de la Pélétane Est s'explique également en Ndokoti, où aujourd'hui, on assiste à un spectacle incroyable de désordre urbain. Ndokoti, c'est le carrefour entre trois arrondissements, je crois. Douala premier, Douala troisième et Douala cinquième. Donc ça concentre un flux incroyable de personnes, de voitures et tout autre commerce que nous connaissons. Donc les populations elles-mêmes, elles ont le devoir de respecter le mobilier urbain, de respecter les démarcations urbaines et de respecter les infrastructures urbaines globalement. L'État a le devoir, puisque le cas de Ndokoti, c'est les petits débrouillards qui occupent cet espace, l'État a le devoir de construire les espaces marchands abordables au profit de ces populations. Et lorsqu'on lit les statistiques sur l'existence des marchés dans la ville de Douala, il y a plus d'une centaine de marchés qui existent. Mais à peine 10% sont des marchés légaux. Et en Ndokoti, je crois qu'il y a un seul marché qui est reconnu officiellement. C'est le marché privé, Mankam. Donc il y a un sérieux problème d'existence d'une offre infrastructurelle en termes de marché. Mais je pense également que la police des municipalités, la police municipale et les FMO devraient sévir. Ils devraient faire respecter l'ordre régalien face à ces populations qui... J'ai vu quelqu'un parler là tout à l'heure, il dit ça sort comme ça sort, on occupe tout ce qu'on veut et tout le monde est content. Non, l'État décentralisé et l'État central devrait prendre les mesures appropriées pour faire cesser le désordre urbain. Ce n'est que la conjonction du civisme et les mesures fortes de ces deux entités que j'ai citées qui feront peut-être diminuer le désordre urbain, parce que l'éradiquer totalement, on ne pourra pas. Ça va diminuer s'il y a une conjonction entre ces deux entités que j'ai citées. Alexis Guépi, vous avez dit qu'il faut un gouvernement courageux qui est prêt à tout refaire de ce côté. Bien sûr, il faut un gouvernement courageux. Le gouvernement actuel n'est pas courageux. Ils sont courageux quand il faut embâtir les oppositions et mettre des gens justement en prison. Ils sont courageux, ou bien quand il faut faire l'injustice en temps de loi face aux pauvres Camerounais. Ils sont très courageux. Mais lorsqu'il faut prendre des décisions, des mesures fortes, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. La question de Ndokoti, il faille d'abord que les autorités qui ont en charge de la gestion de l'État camerounais, qu'ils associent les pouvoirs, qu'ils associent la société civile, qu'ils associent l'ordre des partis politiques, l'ordre des architectes, des urbanistes qui existent au Cameroun, qu'ils associent également les élus locaux, et enfin qu'ils trouvent des solutions pour décongestionner de côté. Déjà que je me souviens qu'il y a un élu, le député du MRC, qui avait déjà à l'époque, il avait rencontré des autorités. Oui, il avait rencontré des autorités compétentes. Il avait fait un certain nombre de propositions avec une étude qu'il avait pu réaliser grâce à ses fonds de souveraineté. Malheureusement, ces études n'ont pas été prises en compte. Donc, il fallait que ces personnes qui ont en charge de la gestion de l'État, qui prennent cela. Et surtout, de côté, on dit souvent que si vous voulez bien comprendre le Cameroun, la langue de Ndokoti, si vous avez compris le plan de Ndokoti, alors vous avez compris le Cameroun. Si vous croyez avoir compris le Cameroun, vous n'avez rien compris du tout. C'est Ndokoti. Donc le désordre urbain de Douala, le Cameroun, Ndokoti est le manifeste de cela. Et je pense que c'est encore une fois de plus l'échec de la politique urbaine que le NPC a raté depuis 60 ans, on va dire. Le NPC est là depuis 60 ans. Parce que c'est ça continue, le NPC. Donc changer de nom, mais c'est le même système. Donc c'est ça, et il va falloir que BNC, c'est depuis 66. Oui, 66. Mais l'UN, le NPC. Je comprends, il est hanté. Ok, alors parfait, vous. Lorsque vous regardez ces images du carrefour Ndokoti, ça vous rappelle un peu quel coin à Yaoundé où le désordre est érigé en règle à Yaoundé? La poste centrale, l'avenue Kennedy. Ça me rappelle. Ça me rappelle le désordre moral des dirigeants de ce pays. Ok, vous aussi vous rangez ça de ce côté-là. Disons que je crois que Ndokoti est devenu un lieu de pèlerinage. Oui. Et j'irai là-bas demain. Oui. Comme Alexis Guépi, si vous voulez voir que le Cameroun fonctionne, vous allez à Ndokoti. Oui, parce que c'est quand même... c'est saisissant quand même. C'est saisissant, c'est original. Vous irez à Ndokoti demain en pèlerinage. Et ça dénote l'impuissance des pouvoirs publics. Okay. Et surtout l'échec d'une politique de centralisation. Parce que si on avait adopté la décentralisation
minimale qui avait 96. de 96, je suis sûr qu'on n'en serait pas là. On Parce qu'il y a des chevauchements entre les différents ministères. Ministère du développement urbain, ministère de délégué du gouvernement, les mairies, et finalement, on ne sait pas qui fait quoi. Et c'est ce chevauchement qui entraîne l'incapacité à résoudre les problèmes. C'est pour cela que nous avons estimé qu'il fallait aller très vite vers une décentralisation poussée, c'est-à-dire le fédéralisme qui permet à chaque zone, chaque région de s'auto-gérer et de pouvoir résoudre les problèmes d'urbanisation. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas surpris. Et en plus de cela, en réalité, les Camerounais ne savent plus quoi faire. Vous avez beau les chasser. Monsieur Timiévouna, parlant de Yaoundé, a donné l'impression qu'il allait résoudre les problèmes. Mais aujourd'hui, il est dépassé. Parce que chaque fois que vous allez chasser un sauveteur sans lui dire où est-ce qu'il doit partir, sans lui donner des moyens d'être recasé, vont revenir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un commerce nocturne qui se passe. J'ai appris que le ministre du développement urbain a interdit cela. Mais une fois de plus, ce sont des décisions dont elle-même n'est pas convaincue qu'elles vont tenir. Ok. Charles Elisan, Ndokoti, comment faire pour résoudre le problème de Ndokoti? Le casse-tête, finalement, hein, Ndokoti. Bon, j'ai vu il y a quelques jours le plan directeur d'urbanisme de la ville de Douala. Et j'ai vu le chemin de futur Ndokoti. J'ai demandé au délégué si c'est possible de construire cet échangeur-là, ultra moderne dans ce carrefour, avec ce que je vois en termes de personnes qui ont occupé les espaces. Là, vous voyez un aspect, l'aspect embouteillage. En termes de personnes, en termes d'infrastructure. Non, le désordre n'est pas seulement le nombre de personnes. C'est-à-dire ces gars-là qui s'installent là. Voilà, il y a même des entreprises, il y a même des structures. Est-ce que c'est l'échangeur qui va résoudre ça? Justement, j'y arrive. Ok. Il y a même les entreprises qui s'y sont déjà installées. Il y a même des structures commerciales qui sont installées. Maintenant, comment résoudre ce problème? C'est, première chose, une combinaison de la rigueur de l'État et surtout d'un civisme accru des populations. J'ai vu aujourd'hui qu'il a plu à Douala et que le pont sur le Vrou n'était pas inondé. Pourquoi ce pont n'a pas été le deuxième pont, pourquoi n'a pas été inondé et pourquoi nos amis de Facebook n'en ont pas fait l'argent? Parce que justement, on a eu à désengorger les trous d'évacuation, parce qu'il y avait trop de bouteilles d'eau minérale et tout qui obstruaient ce truc. Et comment est-ce que ces bouteilles se sont retrouvées? J'ai vu de répondre aux histoires. Comment est-ce que les bouteilles sont retrouvées à l'intérieur? Parce que quand nous consommons de l'eau à travers le taxi qui passe, nous jetons. Donc il y a quand même ce genre de réflexes-là que nous devons éduquer. Il y a quand même ce genre de choses que nous devons revoir. Il faudra que l'État soit fort et que l'État n'ait pas peur d'aller au bout de ces actions qui lui sont le CDP a parlé d'un gouvernement courageux. Bon, il faut des mesures fortes. Il faut des mesures fortes, mais quelque part aussi, cet État-là n'est pas que répressif. L'État a aussi le côté social qui doit accompagner l'émancipation de ces populations. Et je suis tout à fait d'accord que si un commerçant est déguerpi en Koulouloum, par exemple, il faudrait bien qu'on sache là où il va aller. Même si on a construit un marché, il ne faudrait pas que le bail soit aussi exorbitant que ça. Parce qu'on a construit ça à un partenaire privé. Donc c'est autant de choses que... Non, on a suivi beaucoup là qui se plaignaient. Tout à fait. Il faut dire la vérité. Les marchés qu'on donne aux partenaires privés qui les construisent mettent énormément... je sais pas, les prix de loyer sont exorbitants. Il faut revoir, il faut faire ça. Je voudrais lui répondre quelque chose quand il parle des prix des loyers. Lorsque vous donnez ce marché à construire, que votre mercure, que vous dites qu'un sac de ciment est égal à 16 000 francs. Oh, monsieur Nguepi, arrêtez un peu ça. On a aussi donné 14 milliards pour le cours pénal. Soyez grand dans la tête, monsieur Nguepi. Soyez grand. La lanterne des populations. Soyez grand. Surtout Ndokoti. Vous avez bien fait de parler du projet Ndokoti. Tout à fait. C'est du projet Ndokoti qui vise à créer un échangeur ultra moderne qui sera
qui aura un coût de 80 milliards de francs CFA. Le projet est en bonne voie. L'agent vient financer le financement en tant que personne sur le dossier. Et actuellement, la procédure est au niveau des auditions de toutes ces personnes qui occupent l'espace de construction de cette autoroute. Donc ça ne veut pas dire que rien ne sera fait de côté. Il faut construire les marchés, il faut changer l'infrastructure de circulation routière. Ça fait longtemps qu'un lorsque ce sera fait, ça fait longtemps qu'on promet au Cameroun occuper il y a des impôts sur le volet. Ça fait longtemps qu'on le promet au Cameroun. Ok, merci. Merci, cher monsieur, on est arrivé au terme. Merci, cher monsieur. Bon retour. Aloïs. Merci bien. Mais faites d'abord, vous avez promis. Demain. Pèlerinage. Il a dit pèlerinage à nos côtés demain. Merci, cher monsieur, d'être venu. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin ce numéro Equinox Soir. Toute l'équipe conduite par Séverin Touban vous donne rendez-vous pour la dernière de la semaine dès 19h demain. Et rediffusion 23h GMT pour cette édition-ci sera minuit en Galmendouka.